21h, et oui, pile, c'est notre troisième live Instagram en tête-à-tête dans le cadre du Salon du Livre de Montréal. C'est le salon, l'après-salon dans votre salon. Et oui, bonjour à ceux qui se joignent à nous. Donc, merci d'être là. Sébastien Tremblay, je pense on s'est vu à tous les soirs. Merci d'être là, Sébastien Tremblay. Donc, ce soir, je m'appelle Olivier Courtois, je suis liseur public. Je coordonne le projet Lis-moi Montréal dans le cadre de l'édition 2020 du Salon du Livre de Montréal. Et pour une 43e édition qui se déroule jusqu'à demain, eh bien, au nom de l'équipe du salon, on vous souhaite un bon salon virtuel. Et je voudrais aussi féliciter toute l'équipe du Salon du Livre qui nous livre depuis jeudi des vidéos en direct du Palais des Congrès. Ouais, de 9h à 21h, vous pouvez avoir accès à plein de vidéos. Puis qu'est-ce qui est cool avec tout ce contenu-là, c'est qu'il va se retrouver sur le site pendant presque un an. Je pense que c'est un an. Oui, c'est un an. Vous allez pouvoir les réécouter aussi, c'est tellement de contenu. Voilà. Aujourd'hui, donc, ce soir, pour le live Instagram, on a la chance de recevoir Rose-Aimée Automne-Témorin pour parler de ses coups de cœur, pour parler aussi de livres qu'elle a écrits, elle. On va avoir une discussion pendant 30 minutes. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Déjà, il y a du monde qui nous salue. Je suis content que vous soyez déjà là à l'antenne avec nous de notre live Instagram. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des mots que vous n'avez pas entendus, des titres que vous n'avez pas entendus, on est là pour ça. Salut tout le monde. Merci d'être là. Alors, sans plus attendre, je vois que Rose-Aimée est là. Elle doit avoir un de la main comme moi, tu sais, comme ça. On pourra se souhaiter bonne santé à tout le monde. J'espère que vous avez votre verre de vin aussi pour l'après-salon. Peut-être avec Rose-Aimée qui apparaît à l'instant. Salut Rose-Aimée! Salut! C'est bien le fun! Merci d'être là. Ben oui, certain que c'est le fun. Il faut. Si c'est pas le fun, c'est plat. Non, mais je triple. Je viens de faire le tour de mes bibliothèques. Je suis allée chercher comme 1 trillion de livres. Yeah! Trop cool! Tous mes samedis soirs. Ben oui, c'est ça. T'sais, on aime ça. T'sais. Puis t'as eu la chance, toi, déjà en partant, t'as eu la chance donc de faire des activités dans le cadre du Salon du Livre de Montréal avec les gens qui sont sur place directement au Palais des Congrès. Ça a bien été jusqu'à maintenant? Oui, j'ai pu voir des êtres humains. C'était merveilleux. Wow. Voir Louise Dupré, Claudia Larochelle, Nathalie Collard. J'ai rencontré Émile Roy. Puis j'ai fait des trucs pour Radio-Canada aussi. Donc, j'ai pu parler tout plein de littérature. Mais je m'ennuie quand même des gens. Mais je suis contente de voir les gens qui disent « Allô ». Yeah! Ouais, il y a déjà plein de monde. C'est un peu comme un mini salon du livre, mais dans ma cuisine. Traite ça. Là, on va prendre goût, puis là, on va se dire « Ah ouais, finalement, on aime cette partie-là, d'être chez nous un peu aussi. » Mais je peux faire ça en pyjama au Palais des Congrès? Jamais. À moins qu'il ait créé un nouveau salon, le salon du pyjama. Non, qui sait? Qui sait? Rose-Aimée, merci d'être là. Je suis vraiment très heureux de t'avoir avec nous ce soir parce que j'avais envie de parler principalement, en fait, de ton premier roman fiction. Ouais. Il préférait Les Brûlés, qui est sorti donc au début de l'année. Oui, c'est ça? Oui, en fait. Exactement. Donc, qui est présenté chez Stankey. On va aussi avoir la chance de parler d'un autre livre qui vient tout juste de sortir. Yes! Une contribution à une biographie avec Marianne Saint-Gelais. Puis sinon, on a plein de livres aussi qu'on va avoir envie aussi de suggérer aux gens qui nous écoutent en ce moment. Plein d'affaires. Et je tiens à dire qu'il y a des gens qui nous regardent en pyjama sur leur divan, ce qui me rend fière puisque je suis moi-même en pyjama. Et il y a Vanessa qui nous regarde dans son bain. Et si j'avais été game, c'est de là que j'aurais fait le live. Je me suis dit, à quel point le Salon du Livre peut me trouver professionnelle. J'aimerais ça me faire réinviter. C'est ça en même temps. Mais aussi, c'est d'être ratatiné, puis là, avec ton cellulaire, qui tombe dans l'eau, la communication coupe. T'as tellement raison. Finalement, c'est pragmatique comme choix. T'as bien fait vraiment d'être juste assis dans ton pyjama. D'abord, je t'avais envoyé quelques questions. J'avais envie de commencer peut-être avec ça. Donc, je te posais comme question un livre que tu avais à la maison familiale. Ouais. Tu as répondu Les bouillons de poulet pour l'âme. Oui. Et j'ai su récemment c'était quoi. Puis je l'ai eu entre tes mains, mais c'est quelqu'un qui me l'avait prêté puis par hasard. Fait que là, j'ai comme fait mais veux-tu parler? Qu'est-ce que c'est exactement les bouillons de poulet? Les deux parents étaient séparés, mais les deux étaient des grands lecteurs. Puis chez nous, je pouvais prendre le livre que je voulais dans la bibliothèque, peu importe mon âge. Ok. Fait qu'un des premiers livres que j'ai lu, c'est L'Holocauste oublié, sur les assassinats de personnes homosexuelles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça te donne une idée. Il y avait aussi chez nous les bouillons de poulet pour l'âme. Puis là, ça, c'est
Il se décline en différents thèmes, là, bouillon de poulet pour les célibataires, bouillon de poulet pour les parents, peu importe. Puis c'est des courts récits du public qui sont là pour te réchauffer l'âme, t'inspirer, t'aider à passer à travers des épreuves. Et j'adorais les bouillons de poulet pour l'âme. Pour vrai, je dégustais ça. On dirait un mauvais jeu de mots, mais c'est pas le cas. Là. Je veux dire, je chérissais ces petites pépites. Puis c'est drôle parce que j'avais pas repensé depuis longtemps, tu sais, jusqu'à ce que tu me demandes qu'est-ce que j'aimais lire chez moi dans la maison familiale. Mm-hmm. Bon, je pense que ça a peut-être contribué à la profession que je fais parce que c'est des récits Ah ouais? de personnes qui ne sont pas nécessairement connues, mais qui partagent une expérience, puis qui essaient de favoriser l'apprentissage des autres en témoignant de leur propre réalité. Puis en gros, c'est vraiment ça que je fais à titre de reporter et même d'autrice, tu sais, d'aller donner la parole aux autres. Donc, je pense que Bouillon de poulet, non seulement m'a réchauffé l'âme, mais m'a aiguillé vers ma profession. Vanessa Giguère a dit qu'il y en avait même un il y en avait pour ados aussi. Ben, tu vois, moi, on a skippé cette phase-là, on m'a pitché Non, c'est ça. très rapidement. Mais c'est... Nous, on avait lu ça à des personnes âgées récemment, dans un autre contexte, là, avant la pandémie, pas pendant la pandémie du tout, là, mais puis eux, c'était comme vraiment un réconfort. Puis je pense que même en temps de pandémie, c'est de quoi peut-être à relire tout doucement. Tu sais. Ça sonne un peu quétaine quand j'en parle, mais ce l'était pas. C'était vraiment bon. J'en ai pas relu depuis des années, mais je suis certaine que j'y trouverai encore du plaisir. Hein. Il y a quelqu'un qui nous écrit que faut avoir un background en littérature pour écrire des commentaires et des questions. Non, absolument pas. On prend toutes les questions si vous voulez. J'ai moi-même pas de background en littérature. Un pour infirmière, celui qui m'a convaincu de choisir mon métier. Ouais. Oui, c'est ça. C'était vraiment, ça pouvait être très, très, très pointu, mais je suis sûre que j'ai même lu celui pour les infirmières. On en avait toujours chez nous, puis j'allais les chercher à la bibliothèque aussi. J'étais fascinée. Ben, tu sais, en plus, c'est le fun quand tu vas dans un thème niché comme ça qui te rejoint pas vraiment. Tu découvres une qualité que tu devinais pas. C'est vraiment le fun. Bon, mais rentrons peut-être dans le vif du sujet. Il préférait les brûler. Oui. Donc, c'est ton premier roman de fiction. Oui. Tu avais donc fait un essai en premier qui était peut-être du moins la porte d'entrée vers la publication d'un roman ou quoi que ce soit, parce que tu es beaucoup plus du côté journalistique et chroniqueuse aussi. J'étais comme restée dans mes pantoufles. Puis l'essai s'appelait donc Ton absence m'appartient. T'as donc, après ça, donc publié ici chez Stankey, Il préférait les brûler, qui est une autofiction. Ouais. Tu ne te gênes pas de le dire. C'est donc avec beaucoup de la relation que tu as avec ton père qui, justement, attendait un peu la mort, ou plus toi, t'attendais ce moment. Ben, c'est un moment. Mon père savait qu'il allait mourir. Ça m'est caché. Donc, j'ai grandi en attendant la mort de mon père. Mais contrairement dans l'essai où je m'en tiens à ça pour aller donner la parole à d'autres gens, je reviens à Bouillon de poulet. Dans le livre, dans l'autofiction, je me permets de ratisser plus large sur ce que j'aime appeler les perversions de l'enfance. Donc, tout ce qui est un peu touché, délicat, qu'on n'aime pas trop revoir, en fait, même des souvenirs. Pour les jeunes filles, par exemple, le besoin de susciter le désir ou encore d'exister dans les yeux de l'homme le père, mais l'homme en général. Après ça, ben il y a toutes les pulsions de violence, l'obsession de la mort. Il y a un paquet de thèmes là-dedans qui, je pense, peuvent rejoindre des gens au-delà de l'autofiction basée sur un deuil attendu. Mais j'ai tellement aimé ça, écrire ça. Là. Ouais, ça t'a fait du bien ou c'est juste... Non, mais c'était comme un jeu, en fait. Il y a quelque chose de intéressant, je trouvais, de partir de ma propre expérience pour voir jusqu'où je peux aller, puis quel droit je peux me donner grâce à la fiction, quel personnage je peux inventer, jusqu'où je peux aller, moi, pousser dans ces élans pervers-là que j'ai eus comme enfant pour aller essayer de trouver l'art dans le récit. Moi, ça a été une partie de plaisir. Donc, c'est le personnage de Fauve qui est mis de l'avant. Puis beaucoup la relation de son père, puis il y a des moments vraiment très beaux, là, justement. C'est un peu aussi de profiter de la vie. Avec son père, c'est là qu'elle découvrait c'était le monde des possibles. Elle se permet donc de créer plein de trucs. Puis je peux-tu te dire quelque chose un peu étrange? Je t'en prie. En fait, moi, là, j'avais ce livre-là, mais j'étais pas sûr de le lire au début. C'est correct. Parce que, je sais pas pourquoi, je pense dans la promotion à quelque part, j'ai entendu, puis je pensais que ça parlait d'abus
Ah! d'un papa sur une jeune fille. Beaucoup de gens. Puis j'ai aucune idée pourquoi, mais je trouve, en tout cas, peut-être le titre, peut-être l'enrobage de tout ça, je pensais qu'on parlait d'abus. Et l'affaire, c'est que j'ai commencé la lecture en ayant ça en tête. Ouais. Et là, à chaque fois que je passais comme d'un chapitre à l'autre, j'étais comme, oh non, 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 faut pas que ça arrive, faut pas, oh non, non, je veux pas tomber dans l'abus. Ouais. Puis finalement, je me suis fait avoir complètement, tu sais, Mais non, parce que c'est intéressant parce que j'étais en conférence dans une classe de cégep récemment, puis une des étudiantes avait pas du tout entendu cette idée-là là, dans promotion, puis m'a dit à chaque page, je me demandais s'il allait l'agresser. ouais. Puis j'étais consciente en l'écrivant que ça serait une tension pas volontaire, mais c'est parce qu'on va tellement loin dans l'idée du pouvoir qu'un parent peut avoir sur son enfant que nécessairement, je pense que le lecteur ou la lectrice se demande si ce pouvoir-là peut devenir physique. Mm. Je pense que c'est... Puis je savais que les gens se poseraient cette question-là, alors que pour moi, c'était clair qu'on n'irait pas du tout dans l'inceste. Mais je pense que la parentalité est une forme de pouvoir, puis c'est sain, mais il y a des dérives qui sont possibles, même mentalement, puis peut-être que celles-là, on les explore un petit peu moins frontalement. Alors, rapidement, on pense à l'abus physique, alors qu'on parle des abus psychologiques, même en toute bienveillance, tu sais. Je pense qu'un paquet de parents font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, dans les circonstances qu'ils ont. Puis après ça, les répercussions, on ne peut pas toujours les deviner, mais je pense qu'ils peuvent créer une telle tension. Mm-hmm. Puis tu sais, justement, il y a un moment que le personnage de Fauve vit pendant la nuit, il y a un événement qui se passe, puis là tu te dis oh non, ça s'en va pas là, oh non, ça s'en va pas là. Tellement. Puis finalement, ça va pas là. Fait que ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est une confidence que j'avais envie de te faire que on dirait que c'est étrange parce que j'avais ça comme idée en arrière de la tête avant de commencer la lecture, puis j'étais comme oh non, Mais on s'en va pas là-dedans. ça a été beaucoup utilisé comme référence, l'idée d'inceste psychologique par les journalistes, puis je comprenais ce qu'ils voulaient dire, mais c'est vrai que ça venait teinter peut-être la lecture après, mais je tiens à dire que Fauve ne vit pas ce genre d'abus. Il n'y a pas de trigger warning à mettre avant la lecture. Ouais. On a des questions, quelques-unes. Ben, il y a donc Mélane qui dit ah mais non, c'est magnifique, j'ai tellement pleuré à la fin. Bon, question de Victo, question pour Rosemée. Est-ce que tu serais intéressé à écrire un livre avec un personnage qui a de la douance? Ah, ça, c'est super intéressant parce que la douance, c'est quelque chose qui est assez nouveau comme concept que j'explore personnellement et pour le travail. Puis, je te dirais que Fauve a de la douance. L'air de rien. Son cerveau fonctionne. Ses pensées sont en arborescence. Quand on y pense, là, le livre est vraiment une incursion dans tous les scénarios qu'elle se fait, toutes les évocations qui viennent d'un événement rapide. Donc, sans le savoir, j'ai déjà, je pense, écrit un personnage qui a de la douance. Mais ça pourrait être intéressant dans un prochain roman de voir comment, dans la vie adulte, ça crée des rapports qui sont pas toujours clairs. Oui. Puis c'était-tu dans tes projets d'écrire un nouveau roman, un autre roman, ou c'est déjà entamé ce processus-là? Oui, j'ai ma première et ma dernière page d'écrite. C'est bien. C'est vraiment une maudite bonne première page. Puis est-ce que tu penses que ta première page... Il y en a qui disent qu'ils écrivent leur roman, puis finalement, la première page, ils l'écrivent à la fin du roman. Oui, mais... Ils reviennent, puis toi, tu l'as. C'est une maudite bonne première page. C'est une pas pire dernière. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe entre les deux, mais ça commence à vivre là, dans ma tête. Sinon, autre... ouais, excuse-moi. J'ai fait lire la première et la dernière page à une de mes amies en disant c'est bon, hein? C'est malade, mais il se passe quoi? On sait pas. On sait pas trop. C'est malade comme 2 pages. Vous avez sorti ensemble, donc, avec Marianne Saint-Gelais aussi, cette biographie-là. Donc, la vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais. Ouais. Ça, c'est, j'imagine, un travail qui t'a occupé dans la dernière année, même un peu plus. Puis, c'est vraiment une recherche quand même journalistique et biographique. Là. Il y a quand même un apport de d'autres personnes qui entourent Marianne. D'où c'est venu le contact? Il y a plusieurs... Marianne s'est déjà fait demander à quelques reprises si elle ne voulait pas publier une bio à titre d'Olympienne, qui a charmé les Québécois. Puis là, comme elle avait 30 ans, pour une fois, elle a fait « OK, oui, j'embarque, je pense que j'ai quelque chose à raconter. » Mais elle ne voulait pas faire une bio traditionnelle. C'est tout ce qu'elle savait. Elle était comme « Du haut de mes 30 ans, je ne vais pas
raconter ma vie. Ouais. Logique, là, ça n'a pas rapport. Donc, KO Édition a dit, ben, on pourrait te présenter différents auteurs, autrices, puis tu pourrais voir s'il y a quelque chose qui fit. Puis quand on s'est rencontrés, puis qu'elle m'a dit, moi, je veux pas faire une bio traditionnelle, j'ai tout de suite dit, OK, moi, je rêve de faire un livre du style américain. Ça, c'est drôle, là, j'en ai devant moi. Tu sais, mettons, Roxane Gay, même Lena Dunham, Amy Schumer, tu sais, des femmes qui ont écrit des livres, des essais en courts chapitres où elles partagent un moment de leur vie, mais pour réfléchir à une situation plus grande qu'elles. Mais tu sais, c'est une série d'anecdotes qui finalement nous amènent à réfléchir à notre propre condition, à la condition de la femme, à la santé mentale, qu'importe. Puis j'ai dit, moi, je veux faire ça. Fait qu'elle a dit, ben c'est parfait, on fonce. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet. Puis après ça, faire intervenir des personnes de son entourage, comme je le fais dans le livre, ça vient vraiment de la bio des Beastie Boys, qui est un de mes livres préférés. Et, ouais, ce livre-là est complètement génial. Puis dans la bio des Beastie Boys, il y a un paquet de gens qui interviennent dans les marges, comme pour annoter, pour rectifier des faits, pour dire c'est pas pantoute comme ça que ça s'est passé. Ouais. C'est un procédé qui me fait rire. Donc, puis Marianne le fait en tant que telle en didascalie, du moins en bas de page, il y a des petites notes, puis c'est des petits commentaires de Marianne, justement, sur sa vie. Par les Beastie Boys. Ouais. Intéressant. Puis, tu as montré Roxane Gay. Est-ce que tu as eu la chance de lire Haïti, qui est sorti cette année? Pas encore. Ça aussi, tu sais, c'est justement des récits un peu entrecoupés, mais qui nous met sur la condition, justement, des femmes noires, surtout aux États-Unis. Puis, ça a coupé le souffle. On retient notre souffle constamment. Mais c'est le fun, ces constructions-là, justement, qui se bâtissent en cours de route. Je suis très fan ben, c'est pas un genre, mais disons de cette forme-là. Fait que oui, c'est sur ma liste de lecture à faire. On a une question, quelqu'un, Fournier, qui dit comment tu fais pour faire un livre en même temps que de faire des séries et des émissions? Est-ce que tu te couches des fois? Puis comment ça se passe une création de livre? Bon, toutes ces questions-là. Pour tout faire en même temps, j'ai la chance d'avoir un cerveau qui fait beaucoup d'affaires en même temps. Il est construit comme ça. Il y a des affaires dans quoi il est très bon, puis il y a des affaires dans quoi il est très mauvais. Mais une des affaires dans quoi il est très bon, c'est la rapidité d'exécution. Fait que quand j'ai une idée en tête, je peux l'exécuter très rapidement. Fait que ce qui fait que je peux travailler beaucoup tout en pouvant dormir quand même. Donc, c'est une condition, mais je suis incapable de faire du sport. Puis il y a plein d'affaires que mon cerveau est incapable de faire. Il est juste très rapide. Puis comment j'écris un livre, moi, mon processus est quand même le fun. C'est-à-dire que je l'écris tout dans ma tête avant de l'écrire littéralement. Puis il se construit comme dans une part de mon cerveau pendant que je fais d'autres choses. Puis là, des fois, j'ai des images très claires. Par exemple, il préférait les brûler. Je l'ai tout réécrit parce que j'avais écrit un livre. Puis un jour, en voiture, je me suis mis à avoir un paquet de flashbacks qui m'ont raconté une histoire. Puis j'ai réalisé que dans la dernière année, mon cerveau avait écrit un autre livre que ce que moi, j'écrivais vraiment. Puis que ce livre-là était vraiment meilleur. Donc, je l'ai écrit en genre 3 semaines. T'as-tu de la misère à retravailler des textes dans ce cas-là? Vu que... Non, pas du tout. T'as pas ce problème-là ou quoi que ce soit. Le plus, en fait, mais c'est juste que quand je m'assois pas devant mon clavier en disant, bon, qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? Je m'assois pour écrire ce que j'ai déjà écrit dans ma tête. Quelqu'un qui dit, t'as pas peur d'oublier? Non, parce que mon cellulaire est rempli de notes avec toutes les flashs que j'ai. Des fois, ça peut être une phrase, des fois, c'est une image, mais c'est vraiment comme c'est comme ça que ma créativité fonctionne. M'a expliqué une neuropsy quand j'ai demandé si c'était normal. Puis oui, moi, dans mon cas, mon cerveau, il crée à part. Puis après ça, il me communique des affaires. Puis là, je les note. Puis c'est comme ça que j'écris finalement. Ce qui est très romantique de j'ouvre mon ordinateur. Ouais. Ben, je crée par besoin. C'est pas ça. Il y a quelqu'un d'autre qui nous demande, est-ce que tu trouves... Attends un petit peu, il faut que je retrouve la question. C'est justement un peu. C'était la question de Sébastien. Est-ce que tu penses que les moments de vérité se cachent dans les petits détails, dans l'anecdotique? Oui. Ça, c'est un peu comme la journaliste aussi là-dedans qui fait que complètement. Les faits divers et quoi que ce soit. Tu sais. Sûr. Je pense que tout le monde a une histoire à raconter, puis souvent, elle se trouve pas là où les gens le pensent. Puis ça, c'est intéressant à titre de journaliste ou d'intervieweuse d'amener quelqu'un sur un terrain qui pense pas fertile, puis finalement, c'est de là que la vérité émane. Puis même à titre de biographe pour Marianne,
c'est pas nécessairement en me racontant ces Jeux olympiques que je découvrais la personne qu'elle était, c'est plus dans ses relations interpersonnelles, par exemple, ou son rapport même à son corps. Allô, ma collègue Rosamie. C'est Sébastien Diaz qui dit salut, tout en dansant. Lui, il doit écouter ça en dansant, j'imagine, le live. Mais oui, pour moi, la vérité émane vraiment des petits trucs du quotidien. C'est pour ça que je suis une grosse fan d'autofiction, puis je comprends pas certains critiques qui disent que c'est un sous-genre ou que ça demande moins de talent à faire de l'autofiction. Au contraire, c'est dans ces moments véridiques-là qu'on peut parler de l'universel, à mon avis. C'est une place pour, mais c'est ma préférée. Je savais aussi dans mes questions des œuvres marquantes, il y avait quelques trucs. Il y avait un truc que tu as dit en entrevue pendant le Salon du Livre de Montréal. Tu as parlé de Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault. Je sais pas, c'était-tu Carnet de naufrage ou c'était un autre? Ah ouais. D'où Jésus, ce livre-là? Ah, ça, moi, je pense que c'est quand j'avais 15 ans, là, au secondaire 3, c'était comme une des premières révélations de la littérature québécoise pour moi. Ça, c'était comme... Moi, je suis tellement fan de Guillaume Vigneault que je vais raconter l'anecdote la plus gênante de ma vie, OK? Une fois, je l'ai croisé, puis j'étais pas super à jeun, OK? Puis, je suis juste allée le voir, puis j'ai dit, c'est tellement niaiseux. Allô, je veux pas vous déranger, je veux juste que vous sachiez à quel point je trouve que vous écrivez d'une manière merveilleuse. Il m'a dit, hey, merci, c'est quoi ton nom? Puis j'ai dit, c'est pas important. Puis là, il a OK. Puis j'ai refusé de dire mon nom. Puis moi, je pensais qu'on partait du bar avec mes amis, tu sais, puis que ce serait pas gênant. Mais finalement, mes amis sont restés là. Puis je suis comme restée une demi-heure à côté de Guillaume Vigneault à pas lui dire mon nom, puis à attendre en panique que ce moment cesse. Tu vois, ça, c'est la seule fois où j'ai été fangirl, mais vraiment fangirl. Puis c'est encore gênant quand j'y repense. Ça, on dirait que ce livre-là est intemporel. Là. Quand t'en as reparlé, je me suis dit comme hey, je vais le ressortir de ma bibliothèque, je veux relire ça mais c'est très bientôt. Là. Puis je sais pas pourquoi j'ai autant adhéré à la vision d'un homme trentenaire en peine d'amour quand j'ai lu ça à genre 16 ans, mais c'est quelque chose qui peut parler à visiblement tout le monde puis qui hante. Puis dans les hommes trentenaires aussi, il y a Mathieu Simard, je pense. Mathieu Simard qui m'a tellement touchée avec Ça sent la coupe, mais qui... Que j'ai ici. Ouais. Ou Les Écrivements. Ben oui, c'est ça, on en a parlé aussi, je pense, jeudi avec Elisabeth Massicoli. Mathieu Simard, Les Écrivements, c'est... Mais tu sais, pleurer, pas pleurer cute, là, du ugly cry, là, tu sais, des sanglots. Puis ça a duré comme une bonne heure, là, quand j'ai terminé le livre, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça n'a pas de bon sens. Je sais même pas si je vais le relire tellement ça m'a fait de la peine. Vraiment, tu sais, puis c'est dans la peau d'une dame, une vieille dame de 70 ans environ, tu sais, qui recherche son mari, qui a probablement peut-être perdu la mémoire, tu sais, ouais, Les Écrivements, c'est... C'est comme The Notebook, mais en meilleur. Si bien dit. Merci. Sinon, dans tes autres ouvrages marquants, t'en avais quelques autres. Il y avait La correspondance de Pauline Julien, Gérald Godin, La Renarde. Le Malpeigné. Et ça, honnêtement, je pense que tous les hommes que j'ai aimés dans ma vie auraient dû lire ce livre-là. C'est comme un mode d'emploi sur comment me séduire, honnêtement. C'est d'une beauté, c'est d'un romantisme, c'est d'un érotisme et c'est d'une colère aussi. Ça parle d'amour, mais ça parle de politique. C'est tellement dense, puis c'est tellement poignant. Puis je les ai un peu érigés en modèle, Pauline Julien puis Gérald Godin, mais pour avoir parlé à de leurs amis, apparemment, je suis un peu dans le champ là, de les mettre comme ça sur un piédestal. Apparemment, c'était pas toujours simple, mais ce livre-là laisse présager quelque chose qui, bien que compliqué, est immense. Puis ça m'inspire. Cette semaine aussi dans ton entrevue, parce que dans le fond, tu parlais d'un concours, là, tu avais déjà une activité, Mon livre de l'année, un concours dans le fond avec la presse. Oui, exactement, c'est un concours avec la presse et le Salon du livre de Montréal pour les étudiants de secondaire 4 à l'université. Recension littéraire, donc le livre qui vous a marqué cette année, pourquoi, qu'est-ce que vous en avez pensé, 500 à 700 mots, méchant beau concours avec des très beaux prix, puis dans le membre du jury, fait que c'est moi qui vais lire toutes ces belles recensions-là. Fait que là-dedans, il y avait le journal aussi de Marie Huguet dans tes coups de cœur. Journal
de Marie Huguet, qui est peut-être le livre le plus important de ma vie. Je le relis à chaque année, puis tu sais, les pages sont toutes cornées parce que ça n'a pas de sens comment je voudrais avoir écrit chacune de ces lignes-là, bien qu'elles soient extrêmement tragiques, là. Marie Huguet décédait en écrivant son journal à l'âge de 24 ans. Puis c'est un peu la base de mon travail, honnêtement, parce que c'est une exploration du désir, puis d'à quel point c'est paradoxal de vouloir être aimé et de vouloir être libre quand on est une jeune femme. Donc, c'est ça, c'est des questions qui, moi, m'intéressent beaucoup. Puis là-dedans, c'est écrit avec une finesse que je n'atteindrai jamais. C'est bien correct. Hmm. Mais est-ce que tu aurais été capable, justement, en secondaire 4, 5, d'écrire justement que ce livre-là, c'était ton livre préféré? Qu'est-ce que tu aurais écrit comme ligne de... J'aurais été capable, mais ça n'aurait pas été aussi clair pourquoi, je pense. Puis pour répondre, pour envoyer les textes, www.lapresse.ca/mon livre. C'est super simple. Mais tu vois, tu sais, j'aurais écrit à quel point c'était beau, puis à quel point les thèmes me touchaient, puis à quel point c'est une histoire tragique, mais c'est la beauté de la littérature. C'est quand on revisite certaines œuvres qu'on réalise quel impact elles ont vraiment eu sur nous, puis à quel point nourrir une réflexion à long terme. Sinon, je t'avais posé aussi comme question un écrivain ou une écrivaine à faire découvrir. T'as marqué, t'as écrit Marjolaine Beauchamp. Parce que cette femme-là, c'est peut-être la femme que je voudrais être. Voilà. Puis moi, j'ai cherché Au Plexus, puis je ne l'ai pas trouvé. Je pense que je l'ai prêté. Au Plexus, c'est un recueil de poésie que Marjo a sorti qui, pour moi, ça a été un coup de poing d'en face, ce livre-là. La façon dont elle parlait de l'intimité, de l'amour, de la famille, sa langue, son rythme. C'était entrer dans un univers dont je voulais pas sortir, c'était comprendre certaines choses sur moi, son habileté à jouer avec les mots, c'était aussi du slam, puis je sais pas, c'est cinématographique, c'est musical, je l'aime tellement, puis je trouve que le mot authenticité est un peu galvaudé, mais pour moi, elle l'incarne pour vrai. C'est une artiste. Sinon, dans les livres aussi, là, un livre qui les suggestions du moment, t'en avais peut-être 3 déjà. Oui. Je te laisse les présenter. Chuni de Naomi Fontaine. Que, ça serait facile de dire que c'est important à lire pour comprendre les univers inuits, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est un livre qui parle de l'humain, qui parle de la mer, puis qui parle de nous, à quel point on peut rester insensible et aveugle aux gens qui nous entourent, puis à quel point on peut parfois leur rendre le quotidien lourd, même malgré soi. Là. Beaucoup de wake-up call là-dedans, mais surtout beaucoup de phrases absolument magnifiques que j'aurais notées pour garder près de moi. C'est une femme fascinante. Je l'ai aussi mis Noir sous surveillance parce que... ouais, je l'ai pas lu encore, ça. C'est enrageant. Puis j'ai été aussi enragée face à moi-même parce que, mon Dieu, que je ne savais rien de tout ça. Je ne savais rien de l'histoire de l'esclavage au Canada. Je ne savais pas grand-chose de la répression policière, de la violence d'État. C'est le genre de livre où je me suis arrêtée souvent pour dire à mon chum « Savais-tu que? » Donc, un livre d'histoire, mais important. Puis, qu'est-ce que je t'avais mis d'autre? Est-ce que c'est un format plus essai ou on est vraiment dans quelque chose de... Non, OK. C'est un essai, oui. Mais c'est écrit, je veux dire, le thème est quand même difficile, puis c'est un essai qui est rigoureux, mais ça se lit très bien. C'est accessible. C'est ça le mot que je cherchais. Qu'est-ce que je t'avais mis d'autre? C'est ça. Marie-Ève Thulot. La trajectoire des confettis. Parce que j'en parle tellement tout le temps que je me dis, les gens, ils vont penser que je suis payée. Mais ce livre-là, je suis tellement jalouse. Ces personnages ne me quittent jamais. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas tombée amoureuse de personnages comme ceux-là. Puis, j'étais en Italie quand je l'ai lu. Puis c'est quand même un beau pays, l'Italie. Mais ce que je préférais, c'était m'asseoir avec mon livre. On est dans une grande épopée là, familiale sur des années et des années. Puis c'est là encore des thèmes que j'apprécie beaucoup, la famille, la sexualité, le désir, le mensonge, le paraître. Mais au-delà de ça, c'est ça. J'admire Marie-Ève immensément pour
la facilité qu'elle semble avoir à créer des personnages complexes, mais attachants. La trajectoire des confettis, pour la personne qui se demandait le titre de Marie-Ève Thibault, tu le vois à l'envers, là, mais regarde ça dans un miroir, tu vas le voir. Oui, Mais c'est fabuleux. À ce qui paraît, ça a été écrit en genre 4 mois. Tu sais, ben, ça a été rapide comme écriture, mais c'est complexe. Tu sais, il y a tellement, c'est une toile d'araignée de plein de trucs, puis là, elle t'amène sur un truc, tu t'accroches au personnage, puis là, le personnage, elle part sur une autre histoire, puis tu fais comme non, je veux rester sur cette histoire-là, tu sais, je veux rester avec le gars qui travaille là bas, puis qui rencontre l'autre fille, puis là, finalement, il y a comme un lien en une phrase à un moment donné qui fait comme wow, ça se mixe ensemble! là, tu le retrouves, puis tu t'es ennuyé. Fait que là, t'es tellement contente. Ah non, j'ai pas encore relu depuis un livre qui m'a autant plu. Je le cherche activement. Je suis allée au Port de Tête, la librairie à côté de chez moi récemment, puis j'ai dit, je cherche quelque chose d'aussi bon que la trajectoire des confettis. Trouvez-moi quelque chose de meilleur que ça, s'il vous plaît. Moi, j'avais beaucoup aimé Éric Plamondon, La fiancée américaine. Moi, j'aime ça, ces genres de romans-là un peu historiques qui partent sur un truc, sur des trucs familiaux, qui ont des liens. C'est super bon. Ah, le nom de la auteure, c'est Marjolaine Beauchamp. C'est une question que pose Solange Barrette, Marjolaine Beauchamp. Est-ce que ce serait possible d'avoir une liste de tous les titres présentés? Hey, je vais la mettre dans ma story. Oui. Je vais toutes les écrire. Ça sera dans ma story à moi. Magnifique. Puis, de toute façon, les gens peuvent réécouter aussi le direct qui va être sur la page Instagram du Salon du Livre, sur le compte Instagram. Oui, la trajectoire des confettis. J'ai aussi lu, je l'ai pas eu comme là, mais Ténèbres de Paul Kovac. Oui. Je sais pas si tu as eu la chance de le lire. J'ai beaucoup aimé ça, puis j'ai trouvé ça brillant et magnifique, mais je peux pas dire que j'ai réussi à embarquer émotionnellement autant. Je pense qu'il faut être dans un mood pour lire Ténèbres. Ouais. Dans le sens que j'ai trouvé ça complètement brillant. Je comprends l'enthousiasme autour de l'œuvre, mais je cherche encore ce livre qui va faire que j'ai pas envie de le lâcher parce que je veux vivre avec ces personnages et parce que ces personnages vivent avec moi. Puis Ténèbres, on était plus pour moi dans une admiration du style et de l'humour et de OK, on s'en va là vraiment, mais non pas un je m'endors en pensant à Xavier. T'sais. Ouais. Ouais, c'est comme une histoire qui t'accompagne, la trajectoire des confettis qui est comme là, qui se poursuit dans ta tête un peu, qui est très près de nous aussi. Là, moi, j'adore être hantée par des personnages. Quand je m'endors en pensant à une histoire et en m'imaginant m'y immiscer, c'est que là, on a pogné quelque chose. Puis autant Ténèbres, c'est bon, autant je voudrais vraiment pas m'immiscer dans cette histoire-là. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas. Mais moi, c'était tout le côté, la relation amoureuse, ben, moins ce qu'ils appellent l'amour peut-être entre les deux protagonistes, puis aussi ces histoires-là qui finissent par se recroiser aussi. Là, Absolument. Oh, est-ce que je ralentis le rythme de lecture quand le livre est happant ou au contraire? Au contraire, je le lâcherai pas. Mettons, j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu d'une traite plutôt que me coucher cette semaine? J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je suis tellement fatiguée cette semaine. Je pense que 2 soirs de suite, c'est parce que j'étais comme, je vais finir un livre à la place. Je suis dedans. Quand j'aime ça, je préfère ne pas le déposer puis le lire d'un coup. C'est Nullipare que j'ai lu d'une traite. J'ai ouvert un livre à 8h30 dans mon lit en me disant, petite soirée, je vais m'endormir à 9h15. Tout lu. Fait que non, j'accélère. Sinon, on est déjà vers la fin du live, mais demain, tu es encore au Salon du Livre. Constamment, oui. Tous les jours pratiquement. C'est recherche des origines, ce que les morts ont à nous dire. C'est à 19h demain, donc sur le site du Salon du Livre de Montréal. Tu vas être en direct du Palais des Congrès. C'est donc vraiment sur la mort, puis tu vas être avec d'autres auteurs, autrices pour parler de ce sujet-là, c'est ça? Oui, je suis avec Louise Dupré, puis après, il y a une autre discussion à 2 sur le même thème avec 2 autres artistes, puis c'est Claudia La Rochelle qui mène la conversation où, au fond, on discute de... Parce que Louise Dupré, dans Théo à jamais, s'intéresse à l'histoire de parents qui se ramassent finalement en deuil de leur enfant. Et moi, je fais l'inverse dans Il préférait les brûler. Donc, on essaie de voir ce que c'est que de faire parler les absents
Puis ce que ça peut amener aussi comme processus de réflexion et de questions dans une famille. Ben, intéressant. Demain, 19h, sur le site du Salon du Livre de Montréal. Puis sinon, on peut rappeler aussi le concours Mon livre de l'année avec la presse, que les gens de secondaire 4 à étudiants à l'université aussi peuvent envoyer donc leur coup de cœur littéraire. Oui, 500 à 700 mots. Décrivez-nous quelle est l'histoire de ce livre cette année qui vous a marqué, pourquoi il vous a marqué, quelles sont ses qualités. Vous pouvez même noter ses défauts si vous voulez. Moi, en tant que juge, c'est le genre de truc auquel je donnerais des points. C'est un peu faire du journalisme culturel, finalement. Puis vous envoyez les textes d'ici au 15 février sur www.lapresse.ca/mon livre. Puis les prix à gagner sont vraiment chouettes, là. Votre texte est publié dans la presse plus. Vous avez un stage d'une journée avec un journaliste ou un ou une photographe de la presse. Puis même une entrevue au Salon du Livre l'année prochaine. Merveilleux. Ben, merci Rosémie d'avoir été avec nous ce soir. Vraiment, j'espère que tu as apprécié l'expérience. Puis merci d'avoir partagé tous ces livres-là avec nous que tu vas mettre en story, dans le fond, c'est ça que tu disais? Oui, je vais les mettre en story, puis je veux juste dire bravo, hein, parce que Liseur public, je trouve ça tellement beau comme initiative, puis tellement important. Honnêtement, un grand chapeau pour ça. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Merci. Merci à tous ceux qui étaient à l'écoute aussi, ceux qui étaient là. Donc, Solange qui dit « Je t'admire tellement ». Elle parlait de moi, sûrement, c'est ça, évidemment. Voilà. Merci, Solange, c'est gentil. Puis, plein de gens qui nous disent merci. Puis sinon, demain, je reçois Simon Boulris, 21h, sur le compte Instagram du Salon du Livre de Montréal. On va closer le Salon du Livre ensemble avec Simon. Puis on va parler encore probablement juste de ses livres parce qu'il y a tellement de livres que... Mais il est tellement merveilleux. Vous allez tellement... Il est merveilleux. Ben oui, tellement. Hey, merci Rosémie d'avoir été avec nous. Merci. Puis on dit au revoir à tout le monde. Puis sinon, allez sur le site du Salon du Livre de Montréal pour avoir plein de vidéos toute la journée de demain aussi. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.